Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, un chiffre, 198 milliards de francs CFA. C'est le montant supplémentaire qu'il faut pour faire face aux nouvelles dépenses de l'année. Le Conseil des ministres du jour s'est penché sur le projet de loi rectificative de la loi des finances gestion 2018. On en sait plus dans quelques instants. L'indemnisation des familles victimes des attentats de mars 2018 est effective depuis ce 10 octobre. 4 familles ayant perdu un parent reçoivent du soutien de l'état-major. Des chèques pour soulager le quotidien de ces familles dont la vie a brutalement basculé le 2 mars dernier. L'actualité nous conduira également en Côte d'Ivoire où se préparent les élections municipales et régionales. Un nouveau rebondissement dans le divorce déjà officialisé entre le PDCI de Bédié et le RHDP de Ouattara. Bienvenue à tous. Face à l'urgence du défi sécuritaire, notamment l'exécutif burkinabé se penche sur un projet de loi rectificative de la loi des finances gestion 2018. Il faut en effet près de 198 milliards de nos francs pour faire face aux dépenses qui s'imposent. Le Conseil des ministres de ce mercredi s'est aussi prononcé sur les perturbations que connaît le système éducatif en ce début d'année scolaire. Compte rendu signé de Nongba Kouda et Tanga Kafando. Au Conseil des ministres de ce mercredi 10 octobre, un seul dossier majeur. Il s'agit du projet de loi rectificative de la loi des finances portant exécution du budget de l'année 2018. Une rectification justifiée par les difficultés liées aux attaques terroristes, aux mouvements sociaux dans les ministères de l'Éducation, de la Santé et des Finances. Suite au mouvement de 2017 et 2018, vous avez à peu près 93 milliards de francs CFA qui sont venus s'ajouter donc au titre de l'exécution budgétaire. Une bonne partie, c'est 93 milliards pour répondre aux exigences des partenaires et au respect des engagements de négociation, doivent être appliqués donc au niveau du budget 2018. Donc, vu cette réalité-là, il y a des aménagements qui ont été faits au niveau du budget avec une priorisation de ce que nous appelons donc les dépenses à caractère prioritaire. Il s'agit notamment de la gratuité des soins à la femme et à l'enfant. Il s'agit au crédit supplémentaire à trouver pour la défense et la sécurité. Et puis il s'agit également de l'opérationnalisation de la caisse de dépôt. Au niveau du ministère de l'eau, le Conseil a adopté 3 rapports de passation de marché pour la réalisation des barrages. Le premier porte la réalisation de barrages dans les provinces du Ganzourgou et du Kourouego. Le deuxième porte sur 6 barrages dans les régions de la Boucle du Mouroun, du centre-ouest, du centre-sud et de l'est. Le dernier, c'est 4 barrages donc, dans la région du centre-sud. Il s'agit donc des barrages de Gissigui dans le Bazega, Sougué dans le Kadiogo, Salé dans le Kadiogo et Giba dans le Zunwego. La rentrée scolaire fait l'actualité avec son lot de grèves et de perturbations. C'est ce qui a été constaté par le ministre de l'Éducation nationale et soumis à l'analyse du Conseil. Et cette fois-ci, il s'agit d'individus qui, d'un lycée à l'autre, sèment le désordre dans la ville de Ouagadougou. Le Conseil donc a instruit le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Enseignement de prendre toutes les dispositions pour que cela s'arrête. D'ailleurs, à ce niveau, donc, le ministre de la Sécurité fera un communiqué où il rappellera aux parents d'élèves et aux acteurs que dans le contexte actuel d'insécurité, il ne faudrait pas qu'on ait la situation de bavure. Parce que quelqu'un ne peut pas se promener dans la ville avec des cagoules. On ne sait pas qui est qui. Donc je pense que c'est l'occasion d'attirer l'attention des différents acteurs. La rationalisation des programmes à l'ENAM, la question a fait l'objet d'une réflexion présentée par le ministre en charge de la fonction publique au Conseil, qui a donné son quitus pour redonner à l'établissement son lustre d'antan. Aller au-delà du verbe pour témoigner un soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité, c'est tout le sens donné au rassemblement de cet après-midi à Ouagadougou. La coordination de l'initiative citoyenne de soutien au FDS annonce dans la foulée une série d'actions au profit de ceux qui, au péril de leur vie, luttent pour la sécurité du Burkina. Siedilarienne, Aruna Marie. Une minute de silence au Panthéon des martyrs de la Révolution. C'est un hommage aux soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de l'intégrité du territoire. L'initiative citoyenne de soutien aux forces de défense et de sécurité réitère ici son soutien indéfectible aux services de sécurité engagés sur le théâtre des opérations contre les forces du mal. Pour gagner ce combat contre l'obscurantisme, nos forces de défense et de sécurité
ont certes besoin de moyens militaires conséquents. Mais, comme l'a si bien dit le général de brigade Oumarou Sadou, chef d'état-major général des armées, je cite, « Le soutien populaire dépasse tout l'équipement qu'une nation peut donner à son armée. » Autour de cette carte de Burkina Faso, ces jeunes de plusieurs contrées du pays louent le courage et la bravoure des soldats. Pour Issouf Zungarana, la situation actuelle commande l'union sacrée pour buter l'ennemi hors des frontières. Nous organiserons ensemble plusieurs activités de soutien, d'appui au FDS à travers le territoire, notamment par des actions citoyennes. Donc, des rassemblements patriotiques symboliques, des opérations sportives de solidarité que nous avons appelées les 8 kills et un don de sang. Une série d'activités de plaidoyer au sein de tous les acteurs du système sécuritaire de notre pays. Et pour terminer, une collecte nationale de fonds. Ces jeunes ont aussi apporté leur soutien au président du Faso et à son gouvernement pour les initiatives en cours. Ils invitent la jeunesse burkinabé et l'ensemble des forces vives à rester debout pour la patrie. Elles aussi sont sensibles au sacrifice ultime des forces de défense et de sécurité. La Jante féminine se donne rendez-vous demain à 15h à la place de la Nation de Ouagadougou. Une marche pour rendre hommage et bien plus, nous dit la coordonnatrice nationale des associations féminines. Depuis plusieurs mois, nous voyons vraiment les forces de défense et de sécurité qui sont en train, nos enfants qui sont en train de tomber, et très jeunes. Vraiment, ça nous frustre tellement. Ça fait qu'en tant que mère, en tant que femme, épouse, nous devons sortir vraiment pour soutenir nos enfants et demander la paix au Burkina Faso. Nous invitons tous les fils et filles du Burkina à sortir massivement le jeudi, demain, à 15h. La marche débute à 15h. À partir de 14h, tout le monde doit être là à la place de la Nation. Le top de départ, c'est à 15h pour la place et le rond-point des Nations Unies. Les propos de la coordonnatrice nationale des associations féminines sont recueillis par Moussa Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une autre forme de soutien à l'endroit des familles de victimes des attentats terroristes. Ceux tombés le 2 mars dernier à l'état-major sont soutenus notamment par l'UMOA. L'Union économique a mobilisé 300 millions de francs CFA à leur endroit. Ce matin, des chèques ont été remis à quelques familles. C'est le début d'une série d'indemnisations, nous disent Moumouni Soubeiga. Et Moumouni Soubeiga donc. 8 mois après les attaques terroristes du 2 mars, les familles des victimes entrent en possession de l'aide de l'UMOA. Ce sont au total 300 millions de francs CFA que cette institution avait annoncé pour venir en aide aux familles endeuillées. Aujourd'hui, c'est chose faite et les ayants droit témoignent leur reconnaissance aux plus hautes autorités. Moi, c'est pour remercier l'UMOA et la nation entière pour ce geste qu'on vient d'avoir ce matin. Vraiment que Dieu rend nous sensibles des bienfaits. Ce 10 octobre, ce sont 4 familles qui reçoivent des chèques dont le montant n'a pas été communiqué par l'état-major. Une commission a été mise en place. Elle a donc travaillé. Elle a soumis donc les résultats de ses travaux à la hiérarchie militaire qui a donc validé ces travaux-là, qui a donc soumis les résultats aussi au ministre de la Défense, qui a validé, qui a donné l'autorisation de procéder donc à la remise officielle. La remise de ce jour concerne les familles ayant perdu des proches. Les jours à venir, celles des blessés et les personnes ayant perdu des biens passeront également à la caisse. Un reportage signé donc de Moumouni Soubeiga et Lassina Ouattara. C'est le deuxième jour d'interrogatoire et pas le dernier pour le journaliste Adama Ouedraogo dit Damis. À la barre ce 10 octobre, l'accusé plaide non coupable. S'il s'est retrouvé au camp Nabakoum 2 le 16 septembre 2015 après 23 heures, est-ce bien c'est pour des raisons professionnelles? Les détails avec Draman Guéné et Zoubaviel David Dabiré. Il était au camp Nabakoum 2 dans la nuit du 16 septembre 2015. Et selon les procès-verbaux du général Gilbert Djendjiri, il est l'un des concepteurs de la déclaration du CND, le Conseil national pour la démocratie.
À ce deuxième jour de son interrogatoire, le journaliste Adama Ouedraogo Di Damis reste sur sa position et apporte quelques explications qui, selon lui, justifieraient ses faits et gestes. Dans la nuit du 16 septembre 2015, il dit avoir été au camp Nabakoum 2 pour 3 raisons: satisfaire une curiosité intellectuelle, informer les confrères étrangers qui s'intéressaient à cette actualité et surtout donner de la matière informationnelle à sa rédaction, l'Observateur Palga, au moment des faits. Et qu'avez-vous fait ou entendu sur place? À cette question de Maître Séraphin Somé, l'accusé soutient avoir entendu des militaires dresser un réquisitoire contre le Premier ministre Yacouba Isaac Zida avant de poursuivre. J'ai été invité à prendre place dans une salle, mais peu de temps après, je suis rentré chez moi. Ces arguments ne semblent pas convaincre l'auxiliaire de justice qui revient à la charge, je cite, « Le 7 septembre 2015, Adama Ouedraogo Di Damis était à Nabakoum 2 non en tant que journaliste, mais en qualité d'acteur politique. Il n'a pas eu le temps de prendre note parce qu'il était préoccupé à aider les putschistes. » Et le journaliste rétorqué, « Je suis allé de ma propre initiative, je n'avais pas d'obligation de résultat. Je suis à la barre pour des faits qu'on me reproche, mais pas pour n'avoir pas écrit un article. » S'ensuit alors un débat houleux entre les deux hommes. Adama Ouedraogo menaçant même de divulguer certaines informations sensibles et compromettantes sur certains acteurs de la transition, dont Maître Guy Hervé Kam. Le juge Seydou Ouedraogo ramène les acteurs dans le sujet. Maître Séraphin livre au tribunal un procès verbal d'audition à travers lequel le général Gilbert Djendjiré charge le journaliste. L'accusé répond « Il est impensable qu'un homme avisé comme le général Gilbert Djendjiré s'associe à un journaliste pour un projet de coup d'État. Moi, je lui fournissais seulement des journaux. » Toujours sur la même lancée, Maître Lassane Pierre Yanogo ironise en ces termes, je cite, « C'est curieux que dans un contexte où les journalistes n'étaient pas bien vus par les putschistes, où des organes de presse étaient saccagés, on vous laisse entrer au camp comme si de rien n'était. » Pour l'avocat du journaliste, c'est une sorte d'inversion de la charge de la preuve où l'on demande à Damis de démontrer son innocence. Pour Maître Stéphane Ouedraogo, il faut s'en tenir aux faits et non aux déclarations des co-accusés. Maître Mamadou Sombier, lui, dénonce un procès contre la profession de journalisme. Il faut prendre en compte les paramètres de sa profession pour apprécier la présence de Adama Ouedraogo Di Damis au camp Nabakoum 2 dans la nuit du 16 septembre 2015, renchérit Maître Silver Kientarboumoum. L'audition du journaliste Adama Ouedraogo Di Damis reprend ce lundi 15 octobre 2018 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Dans la suite de cette édition, nous parlons de la loi sur le quota genre. Comment la rendre effective? La question taraude l'esprit des femmes juristes du Burkina qui est à l'initiative d'un forum sur la dite loi. Il s'agit surtout de faire l'état des lieux de la participation de la gente féminine à la chose publique. Urbain Benito Somé et Solange Guigma. C'est un constat, les femmes sont sous-représentées en politique et dans les sphères de prise de décision. Les élections législatives de 2015 font état de 12 femmes sur 127 à l'hémicycle selon les données de la CENI. Et ce nombre est en baisse par rapport au chiffre de 2012 qui donnait 24 femmes sur 127. Et cela malgré l'adoption de la loi sur le quota genre en 2009. C'est donc pour contribuer à l'effectivité de cette loi que l'Association des femmes juristes du Burkina a initié ce forum. L'objectif de ce forum, c'est d'échanger avec les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile afin de faire un état de lieu sur l'application de cette loi et proposer des stratégies pour son effectivité. L'initiative est soutenue par l'Agence suédoise pour le développement international en partenariat avec l'ONG NDI afin de garantir une participation plus accrue des femmes aux prochaines échéances électorales. Avis aux experts, il faut désormais compter sur la biodiversité. Nous sommes dans le domaine de la sécurité alimentaire, un idéal pour les politiques nationales. Dans la marche pour l'atteindre, il faudrait mettre un point d'honneur sur ce concept de biodiversité. Les raisons sont expliquées dans ce reportage qui revient sur la restitution d'une étude menée au Burkina. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assokba. Ces acteurs prennent connaissance des résultats de l'étude sur la biodiversité et nutrition effectuée au Burkina Faso.
Cette étude a été orientée dans le but d'identifier les voies et moyens pour prendre en compte la biodiversité dans les politiques, programmes et plans d'action nationaux relatifs à la nutrition. On ne peut pas traiter de la nutrition, de la sécurité alimentaire sans traiter de la biodiversité. C'est pourquoi la FAO accompagne le gouvernement pour l'intégration justement de la prise en compte de cette vision, de ces deux thématiques-là dans les politiques, plans d'action et programmes de développement. Cette session de restitution s'étale sur 2 jours et les participants vont passer en revue le rapport de la dite étude. Il s'agira également pour eux de partager les expériences concrètes qui valorisent une approche conjointe de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la biodiversité. Nous sommes un pays qui est de manière récurrente confronté à des déficits céréaliers, des déficits alimentaires. Donc si nous arrivons à augmenter la production, à la diversifier, et cela permet de réduire un peu l'intensité de ces chocs-là. Les résultats auxquels ils parviendront devraient permettre de mettre en évidence l'importance de l'approche agroécologique qui est l'instauration de la sécurité alimentaire et le maintien de la biodiversité. Une telle approche dont l'objectif est de rendre l'agriculture plus durable d'un point de vue économique, écologique et social. Et si nous jetions justement un coup d'œil dans le grenier du Burkina pour en savoir davantage sur la campagne agricole, sera-t-il plein cette année? Oui, si l'on en croit les producteurs de la région. Ils ont en tout cas rassuré une délégation conduite par le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun. On fait le point avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Le gouverneur et sa délégation ont débuté la visite des champs d'exploitation sous une pluie battante. 2 exploitations agricoles de 27 hectares chacune à Walou dans la commune rurale de Kériba située dans la province du Mouhoun et à Kodougou dans la Kossi ont été visitées. La physionomie des champs annonce une récolte excédentaire par rapport à l'année précédente. J'ai fait 8 hectares de coton, 12 hectares de maïs, 1 hectare de sésame et 1 hectare pour l'arachide et le niébé. Il y a eu assez de pluie, on n'a pas encore récolté, mais on est content. Le maïs, de riz, que nous quittons. Les années passées, bon, c'était 1 tonne et quelques 2 tonnes, mais cette fois-ci, le maïs va atteindre 4 tonnes à l'hectare, même le riz va atteindre 4 tonnes à l'hectare. Donc vraiment, nous sommes contents. Malgré quelques difficultés rencontrées par certains producteurs, le premier responsable de la région et sa délégation se dit satisfait de la campagne agricole à l'issue de cette visite. Ce qui nous a été donné de voir nous satisfait entièrement. Le premier champ école que nous avons visité, nous avons surtout été émerveillés par la conjugaison fumée organique, utilisation du biodigesteur. Le site sur lequel nous sommes donc avec les anciens militaires, il y a également que, en tout cas, la campagne sera bonne. De façon générale, on peut dire que la physionomie de la campagne se présente très bien. Pour cette campagne, je crois que nous devons rendre grâce à Dieu. Nous avons reçu en tout cas une très bonne pluviométrie sur l'ensemble de la région, même s'il y a eu des cas d'inondation que nous avons enregistrés. Mais mieux vaut la campagne dans l'eau que la campagne sans eau. Je pense que nous serons au-delà de nos prévisions. En plus des inondations, on note aussi l'installation tardive des pluies et les attaques de chenilles légionnaires dans certaines localités de la région qui ont perturbé un peu cette campagne agricole 2018-2019. Plus que quelques mois avant la fin du projet d'amélioration de l'accès aux services de l'eau, d'hygiène et d'assainissement. Au regard des résultats engrangés sur le terrain, les acteurs plaident pour la pérennisation du projet dans le Grand Ouest du Burkina. Le comité technique de suivi était au complet à la faveur d'une session tenue à Bobo Dioulasso. Le point avec Mané Kayen, Siri Kimilogo et Ismaël Saturnin Paris. Image à l'appui, le coordonnateur du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dresse le bilan des activités. Un projet qui intervient dans 5 communes des Cascades et des Hauts-Bassins. Et de cette communication, il ressort qu'à 3 mois de la fin, les résultats sont perceptibles sur le terrain. Dans le domaine de l'assainissement, c'est environ 2300 latrines familiales attendues. Nous sommes actuellement à presque 2400
train de réaliser, soit plus de 100% du taux de réalisation. Alors en termes également de réalisation des ouvrages d'eau potable, nous avons déjà bouclé 54 réhabilitations de forages et réalisé plus de 60 forages optimisés au profit donc des bénéficiaires. Et également, pour ce qui concerne donc les activités de sensibilisation pour le changement de comportement, nous avons déjà atteint presque tous nos objectifs. Réunis autour de la table, les membres du comité technique de suivi du projet diagnostiquent les difficultés, proposent des pistes de solutions pour des perspectives envisageables. Les résultats de cette troisième session-là, nous allons partager avec l'ensemble des partenaires pour voir si on peut en tout cas jeter des bases pour des perspectives, pour en fait la suite en fait de ce projet-là, pour en tout cas contribuer à renforcer les acquis qui sont déjà perceptibles en fait au niveau des communautés. C'est en janvier 2016 que le projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement a vu le jour. Banfora, Béréga-Dougou, Mousso-Dougou, Péni et Toussiana en sont les bénéficiaires. À Ouagadougou, des réformes sont envisagées dans le secteur culturel. Les professionnels des affaires culturelles se mettent à jour pour insuffler une dynamique nouvelle à leur secteur d'activité, des compétences techniques renforcées et une expertise en ingénierie sont au bout donc de cette formation. Les enjeux avec Amado Ilboudo et Kadi Sanogo. Offrir aux acteurs culturels un cadre de formation et de partage d'expérience est l'un des objectifs de l'Association des professionnels des affaires culturelles, APAC. C'est dans cette dynamique qu'elle a initié cet atelier de formation en gestion informatisée des projets au profit des promoteurs culturels. Quatrième du genre, cette rencontre qui réunit les animateurs, les assistants et les conseillers des affaires culturelles vise à doter ces personnes ressources de compétences techniques et d'une expertise en ingénierie des projets. Nous avons essayé d'apporter notre contribution au projet, notamment au renforcement de leurs capacités pour essayer de s'adapter au contexte évolutif qui est de plus en plus l'utilisation du numérique. Alors, si nous allons dans ce domaine, c'est sûr que cela apportera quelque chose d'assez substantiel aux différentes ressources de nos départements. Cette initiative de la PAC a été bien accueillie par les premiers responsables du ministère en charge de la culture. On se rend compte qu'il y a souvent des limites au niveau des cadres de nos ministères parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. Et lorsqu'on se retrouve dans la vie active et qu'on s'organise comme ça en association et qu'on travaille au renforcement donc des capacités des collègues, je crois que c'est la plus belle initiative en tout cas que cette association nous montre. Au cours de cette session de formation qui va durer 4 jours, plusieurs modules seront dispensés. On peut citer entre autres les cycles de vie des projets, la gestion axée sur les résultats et l'utilisation du logiciel Microsoft Project. Un mot de religion. Dans ce journal, l'église de Kolognaba est en fête. Ils étaient nombreux, les fidèles catholiques, à la célébration eucharistique du dimanche dernier. La fête paroissiale de l'église a été placée sous le signe de l'amour du prochain. Un thème plus que d'actualité. Siedi Larienne, Inéwalkoy Janine Kambiri. Placée sous le signe de l'amour, la fête paroissiale de l'église Notre-Dame du Rosaire de Kolognaba a connu la participation de plusieurs fidèles venus de divers horizons. Étaient également présents des représentants des confessions religieuses sœurs. Cette fête paroissiale a été marquée par une journée de salubrité, de jeûne et de prière. Des activités qui se sont étalées sur 4 jours, dont l'apothéose est la grande messe d'action de grâce. Une satisfaction pour les premiers responsables de la paroisse. Les musulmans, des protestants et ceux de la religion traditionnelle africaine ont participé à la rénovation de l'église. Cela, bien sûr, est une marque de confiance, mais aussi d'une volonté commune de travailler pour la paix dans notre pays, qui est très très cher à toutes les religions. Cette journée est aussi perçue comme une grâce pour la grande famille de l'humanité. J'ai parlé de la famille parce que c'est très important, la famille pour le salut de l'humanité. Sans la famille, vraiment, nous ne pouvons pas avoir les valeurs primordiales et cardinales qui puissent nous aider à vivre en société.
Une satisfaction pour les fidèles qui ont participé activement à la réussite de cette journée. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait dans cette paroisse. L'église rénovée, les messages qui ont été livrés, qui nous invitent à l'amour, à la confiance, à la patience et à la miséricorde. Après la messe, place à la rue marchande et au concert animé par plusieurs chorales. En sport, les étalons promettent relever le défi aux zèbres. Face donc aux zèbres ce week-end à Ouagadougou. L'acte 1 de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019 se joue ce samedi au stade du 4 août. Les étalons sont-ils au top de leur forme? Réponse avec Oualen Ebié et Christelle Dabré-Paris. Renouer avec la victoire, les étalons sont à la tâche pour se relever après la chute en Mauritanie. Les enjeux de cette double confrontation contre le Botswana sont énormes. Voilà pourquoi tous sont présents, à l'exception de Brian Dabo et Souleymane Kwanda qui devraient rejoindre le groupe ce mardi soir. Il faut que je gère bien la part physique, sincèrement, de tous les joueurs pour qu'on arrive aux 2 matchs à la maximum force. Les joueurs se savent très attendus. Il faut coûte que coûte prendre les 3 points à domicile. Mon souhait, c'est d'être meilleur, encore plus meilleur que les jours passés, être encore plus meilleur que les jours passés, essayer de faire tout mon possible pour ne pas encaisser ces jours. Pour ce match, on a encore plus d'âme pour ce match. Et moi personnellement, je suis là, quand je suis en forme, quand je n'ai pas de blessure, je viens pour tout donner. Par rapport à l'adversaire, le coach aussi fait son choix. Donc je ne peux que assumer et faire avec. Même si c'est 1 minute, je fais ce que je peux dans la 1 minute. Même si la communion est toujours aussi parfaite avec le public, une 2e défaite de rang est inimaginable. Les étalons ont encore 3 autres séances pour peaufiner leur jeu avant la réception des zèbres samedi prochain à 18h au stade du 4 août de Ouagadougou. Une affiche qui fait déjà rêver. Les étalons vont battre 2-0. Et Bétra va marquer et puis Pitopa. Nouvel épisode dans le divorce déjà consommé entre le PDCI et le RHDP. L'ancien président de la Côte d'Ivoire pointe un doigt accusateur sur son ancien allié. Bédia accuse le camp Ouattara de comploter contre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La finalité serait de déstabiliser et de faire disparaître le PDCI fondé par le père de l'indépendance ivoirienne. À quelques jours des élections locales, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'un des 3 grands partis du pays, accuse le pouvoir de comploter pour le faire disparaître. Au cours d'une réunion du bureau politique, son président Henri Konan Bédié a dénoncé le harcèlement judiciaire orchestré par le régime pour tenter de bloquer le fonctionnement du PDCI depuis qu'il a décidé de se retirer de l'alliance avec le parti du président Alassane Ouattara. Depuis un moment, le PDCI-RDA fait l'objet de complots visant à le déstabiliser et à le faire disparaître, a-t-il déclaré. Depuis le divorce entre les 2 formations, en août dernier au terme de tensions croissantes, des décisions des 2 derniers bureaux politiques du PDCI ont été contestées en justice, a relevé M. Bédié, expliquant que ces actions étaient menées par des militants de sa formation, instrumentalisés et aux ordres du pouvoir. Les élections municipales et régionales de samedi seront un test pour les 3 principales formations ivoiriennes. Le PDCI, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP du président Ouattara et le Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, avant la présidentielle de 2020. La revue de presse parle justement de ce sujet en Côte d'Ivoire. Les quotidiens burkinabés qualifient ces élections donc de scrutin test pour les 3 grands partis politiques. La revue, c'est avec Vincent Kiandrelogo. Crise au sommet à Abidjan. La famille politique ivoirienne, ce panier à crabes, titre le pays qui fait écho de la déclaration de Henri Konan Bédié qui se plaint de complots visant à déstabiliser et à faire disparaître son parti, le PDCI, pointant du doigt le camp présidentiel. Mais Bédié n'est pas une victime innocente, écrit le journal, qui lui reproche de n'avoir pas préparé une relève digne de ce nom alors que les jeunes cadres du parti trépignent d'impatience pour passer aux commandes des affaires de l'État. Et puis, le PDCI n'a pas eu la patience de rester à l'écart
pour, le moment venu, s'engouffrer dans les brèches de la gouvernance d'Ado pour réaliser l'alternance tant réclamée. Une erreur de vision politique que le parti doit assumer. La situation pourrait profiter au FPI de Laurent Gbagbo, vers qui Guillaume Soro pourrait basculer par opportunisme. Sinon, que signifierait cette visite du président de l'Assemblée nationale ivoirienne au célèbre prisonnier de la Haye? En attendant, Arikona Bédié, le père fouettard de Daoukro, met en marche sa machine à sanctionner, écrit l'observateur Palga. Broyant cadres et simples militants indisciplinés qui ne s'en tiennent pas à la ligne officielle du parti au sujet du projet RHDP, le parti unifié voulu par le président Ouattara. Mais à vouloir régler systématiquement les comptes avec ceux qui ne prêchent pas les yeux fermés l'évangile selon saint Henri, Bédié finira par faire le vide autour de lui et fragiliser davantage un parti déjà mal en point, commente l'Obs. Voilà que certaines localités se retrouvent sans candidat du PDCI pour les municipales du 13 octobre, ajoute aujourd'hui au Faso. Comment alors colmater ce manque à gagner pour un scrutin qui va servir de test de popularité pour le PDCI? Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Tout de suite, la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres avec Ismaël Diloma Sirima. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.